Haïti prostré et humilié. Ses dirigeants tremblants de peur ont cédé aux caprices les plus absurdes des diplomates étrangers. C'est ce que nous raconte Solon Ménos dans un ouvrage très célèbre paru en 1898. Cet ouvrage fait étonnamment écho à ce qui se passe aujourd'hui encore en Haïti. Les détails, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Avant de vous raconter cette histoire rocambolesque de l'une des pires humiliations qu'a subi le gouvernement haïtien, intéressons-nous à celui qui a raconté cette histoire, l'écrivain Solon Ménos. Qui était-il? Solon Ménos est né à Ansavo en 1859. Il a d'abord fait sa scolarité en Haïti avant de poursuivre des études supérieures à Paris à la faculté de droit, où il a reçu son doctorat à seulement 22 ans. Avec son diplôme en poche, il rentre au pays et s'inscrit au barreau de Port-au-Prince et devient un avocat très respecté du pays. Solon Ménos, c'est aussi un poète. Il a publié en 1882 un recueil de poèmes intitulé Les Mnémoniennes. Il a également eu une carrière politique. Il était ministre des Affaires étrangères quand il y a eu cette grande crise diplomatique entre Haïti et l'Allemagne, connue sous le nom d'affaire Luders. Alors, il était décrié par la suite, on va dire, pour la gestion de cette affaire, donc il était même vilipendé, et c'est pour cette raison qu'il a résolu d'écrire un ouvrage pour raconter réellement ce qui s'est passé. D'où le titre de son ouvrage, paru en 1898, Affaire Luders. Mais de quoi s'agit-il? Sans plus tarder, voilà ce qui s'est passé. Le 21 septembre 1897, la police est à la recherche d'un certain Dorléus pour vol. Alors cet individu s'est retrouvé à l'écurie centrale de Port-au-Prince en train de nettoyer, de laver une voiture quand la police essaie de l'interpeller. Alors il refuse en utilisant la violence, etc. Mais le propriétaire de l'établissement, un certain Émile Luders, s'est interposé entre lui et la police, ne voulant pas que la police arrête le délinquant présumé. C'est alors que M. Luders aurait fait, selon la police, usage de force. Donc, on a dû l'arrêter en même temps que ce Dorléus. Donc, M. Luders est arrêté et est condamné à 1 mois de prison. Il a fait appel, mais les juges, estimant que la peine a été trop clémente, et l'ont condamné plus lourdement à 1 an de prison. Mais le problème, c'est que Émile Luders est allemand, c'est un citoyen allemand. Alors pour être plus précis, c'est un germano-haïtien. Son père est allemand et sa mère est haïtienne. L'ambassadeur d'Allemagne en Haïti à cette époque-là s'est saisi de l'affaire en prenant le parti de M. Luders. Alors cet ambassadeur, qu'on appelait Comte Schwerin, n'y allait pas de même ordre. Le 17 octobre 1897, il pénètre avec furie au palais présidentiel, demandant à être reçu immédiatement par le président de la République en personne. Le président de l'époque, Tiresias Simon-Sam, qui lui à ce moment-là se trouvait dans sa résidence privée, et c'était un dimanche, il était normalement en repos. Quand on lui a annoncé que l'ambassadeur allemand voulait le voir en toute urgence, il s'est aussitôt exécuté, se rendant au Palais national, et là, monsieur l'ambassadeur, avec beaucoup de violence et de mépris, ordonne au président de la République de libérer immédiatement et sans condition M. Luders. Et il exige également que le juge qui a prononcé sa condamnation doit être démis de ses fonctions et que les policiers qui ont procédé à son arrestation doivent également être révoqués. Et que si M. Luders n'est pas libéré immédiatement et que l'État haïtien devra payer
des indemnités à chaque jour supplémentaire que M. Luders aura passé en prison. À ce moment-là, le président Tiresias Simonsam, ne sachant pas quoi faire, a convoqué en urgence un conseil des ministres. Donc on va dire, c'est tous ces détails-là, tous ces moments-là que Solon Ménos, qui était au cœur de cette affaire, parce que c'était lui le ministre des Affaires étrangères, raconte dans son livre. Donc il nous dit que, paniqué, le gouvernement libère immédiatement Émile Luders, qui en profite pour quitter le pays. Mais c'est pas fini. Le 6 décembre 1897, 2 navires allemands arrivent au port de la capitale haïtienne en exigeant que l'État haïtien indemnise à hauteur de 20 000 $, une coquette somme, on va dire, M. Luders pour le préjudice subi. En plus de ça, le commandant de l'amiral allemand exige également que le gouvernement haïtien présente une lettre d'excuse au gouvernement allemand. Et pour pousser encore l'humiliation plus loin, il exige également que l'État haïtien, le gouvernement, on va dire, tire quelques coups de canon en hissant le drapeau allemand. Et tout cela doit, on va dire, l'État haïtien doit donner sa réponse dans 4 heures, tout de suite. Donc, les dirigeants haïtiens ont 4 heures pour accéder à ces demandes, sans quoi Haïti sera envahi par l'Allemagne. Le président Tiresias Simonsam est paniqué. Il envoie des émissaires auprès des Allemands pour négocier une trêve, pour négocier on va dire, une prolongation. Du genre, est-ce qu'on ne peut pas, on va dire, décider de ça demain ou après-demain? Les Allemands ont répondu non. Dans 4 heures, si vous n'accédez pas à notre demande, nous envahissons le sol haïtien. Terrifié, le gouvernement cède. Affaibli par cette histoire, le président Tiresias Simonsam démissionne quelque temps après un coup d'État. Cette histoire rocambolesque qui s'est déroulée à la fin du 19e siècle, on peut penser que ça ne peut pas se produire aujourd'hui, que c'est pas possible. Oui, je dirais pas dans la forme, évidemment. Donc les choses se font maintenant avec beaucoup plus de subtilité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout cet arsenal pour convaincre l'État haïtien. Il suffit d'un tweet. Donc les tweets, par exemple, de l'ambassadeur américain en Haïti, donc, sont scrutés avec la plus grande attention par les dirigeants haïtiens. Quand l'ambassade américaine tweet sur un sujet, ou bien fait une recommandation, etc., c'est appliqué à la lettre, avec une précision chirurgicale. Souvenez-vous des affaires des mercenaires haïtiens en février 2019, si je me rappelle. Donc la police haïtienne avait procédé à l'arrestation de quelques individus qui étaient des étrangers lourdement armés, qu'on présentait comme des mercenaires. Eh bien, quelques jours plus tard, non même pas quelques jours, 48 heures plus tard, même un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus, eh bien, ils sont tous été libérés, ces étrangers-là, parce que je crois que la plupart d'entre eux étaient des Américains. Ils ont été tout simplement libérés sans aucune procédure, voilà, sans aucune procédure légale, sans maintenant, jusqu'à présent, personne, on va dire après ceux qui sont dans le secret des dieux, personne ne sait exactement de quoi s'agissait-il. Qu'est-ce que ces gens-là venaient faire dans le pays? Pour qui travaillaient-ils? On n'en sait absolument rien. Alors que parmi le groupe, il y avait un pauvre haïtien, mais lui, il était gardé en prison, je crois, pendant quelques temps après. Après, face à l'indignation générale, au tollé général, je crois qu'on a dû le libérer aussi par la suite. Il a bénéficié de cette indignation, mais sans quoi il serait resté en prison. En fait, voilà. Il n'avait qu'à pas être haïtien. Alors, revenons à l'ouvrage de Solon Ménos.
paru en 1898. Alors, à sa parution, le livre a eu un énorme succès parce que l'affaire Ludès a eu un retentissement international parce que c'était une honte pour Haïti. Alors, je vous lis un extrait de cet ouvrage qui décrit l'état d'esprit des dirigeants haïtiens à cette époque-là, l'état d'esprit, on va dire, des ministres autour du président de la République, terrifiés par la menace allemande. Et cette humiliation qui courbait les têtes et nous tenait accablés dans une irrémissible prostration, n'était-elle pas la peine de tant de guerres civiles d'où le pays est chaque fois sorti encore plus épuisé? Toute faute se paye, et la nation payait sans doute le long crime des générations successives qui, presque sans interruption, tournent contre elles-mêmes les forces instituées pour la sauvegarde des droits de la République. Alors, cette phrase, je m'arrête un peu sur cette phrase, qui, on va dire, qui sonne comme une prémonition. Elle est prémonitoire, la phrase. Donc, Solon Ménos nous dit que toute faute se paye et que la nation haïtienne était en train de payer à cette époque-là, en fait, à travers cette humiliation, les crimes des générations successives. Alors là, je me suis dit, comment il pouvait savoir que effectivement, il y aurait beaucoup de crimes des générations successives et que ce que subissait Haïti à ce moment-là était une façon d'expier ces crimes-là. Parce que, selon lui, toute faute se paye. Comment savait-il ça? Est-ce qu'il lisait dans une boule de cristal? Alors, c'est vrai que c'est très très curieux parce que c'est criant de vérité. Alors, je continue. Comme notre attitude eût été différente en face de l'Allemand, si, sur ce territoire où resplendissait naguère une prodigieuse floraison d'âmes fières et insoucieuses du péril, l'ardeur patriotique avait bouillonné dans tous les cœurs, et si la réminiscence des luttes anciennes, autant que l'âpreté des compétitions actuelles, n'avait rompu la solidarité entre les Haïtiens et frappé de stérilité l'effort tenté pour la défense de l'honneur national. Voilà, il y a beaucoup de vérité dans cet extrait, comme je l'ai dit. Ce que Solon Ménos appelle la floraison d'âmes fières et insoucieuses du péril. Donc je pense que en disant ça, il a dû penser à Dessalines, à Christophe, à Toussaint, à Pétion, tous ces héros effectivement qui ont arraché l'indépendance, qui ont arraché la liberté, qui préféraient mourir en homme libre plutôt que de vivre en esclave. Donc je pense qu'il pensait à ces gens-là, contrairement à ses dirigeants, aux dirigeants de son époque, et aussi à ceux d'aujourd'hui qui sont toujours prêts à se coucher. Toujours prêts à se coucher au claquement de doigts d'un diplomate, l'exécution tout de suite. Il y a quand même là un grand paradoxe, car pour ce pays quand même formé d'anciens esclaves qui ont arraché leur liberté, on va dire, dans le sang, c'était pas donné, c'était pas donné, et qui ont formé la première république noire au monde et qui ont laissé cette terre à leur progéniture. Comment imaginer qu'aujourd'hui ce pays soit si dépendant, ce pays soit si vassal, ce pays soit si soumis? Ça, c'est un grand, très grand paradoxe. Donc, il faut lire et relire Solon Ménos pour comprendre la logique et le comportement des dirigeants haïtiens. Cette lecture est plus que jamais indispensable.